Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Big Blind. Donc en anglais ça veut dire big c'est gros et blind c'est à l'aveugle. Donc on va parler des gros cubes à l'aveugle. Alors, première chose, on va parler de cubes avant tout. Parce que comme pour le 3x3 blind, donc le 3x3 à l'aveugle, il va vous falloir des cubes sans logo. Pourquoi? Parce que potentiellement en résolution vous pouvez détecter, vous pouvez savoir, par exemple ici sur ce cube en grattant, que votre logo est là. Je sais que ça peut paraître ridicule pour certaines personnes, mais c'est les règles, c'est comme ça. Et on s'y plie, sinon on fait pas de Big Blind. C'est pourquoi j'ai un deuxième cube ici. Bon, les C2 cubes sont bons maintenant. Les cubes stickerless sont autorisés, c'est tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport au 3x3 blind? Car il y a un prérequis de base, il faut absolument que vous sachiez résoudre un 3x3, donc un Rubik's Cube classique à l'aveugle. J'ai plusieurs vidéos là-dessus, donc pour la méthode M2 notamment, qui va être extrêmement utile. Apprenez la méthode M2, il faut la connaître, ce sera 100 fois plus simple pour vous. Il y a aussi Victor Collin qui a une vidéo. Moi je vous conseille de regarder un maximum de vidéos pour comprendre le point de vue, la manière de plusieurs personnes. Et globalement vous aurez une meilleure compréhension de l'univers du blind. Une fois que vous maîtrisez la méthode M2 au 3x3, ce qui est très important, je le répète parce que si vous la maîtrisez, en fait la plupart des pièces ici ça va aller à toute vitesse parce que ce sera beaucoup plus simple. Une fois que vous les maîtrisez donc, ça va être beaucoup plus simple et il n'y aura plus que les centres et quelques subtilités en plus à voir. Alors, on va d'abord regarder le 4x4. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Le 4x4, il a la particularité d'avoir les centres qui peuvent se casser. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de centre fixe, contrairement à un Rubik's Cube où s'il y a le centre blanc en haut et le bleu devant, il y aura toujours le orange à droite. Vous aurez toujours le blanc et le jaune en face. Alors que sur un 4x4, en vous débrouillant, vous pouvez échanger juste le centre blanc et bleu. Vous pouvez échanger le centre blanc et jaune si vous voulez. Vous pouvez échanger tous les centres que vous voulez. Donc il faudra faire très attention et connaître évidemment son orientation par cœur. Moi je sais que comme je fais avec le blanc en haut et le bleu devant, je sais par cœur que le orange est à droite. D'ailleurs dans tout ce tutoriel, au moins cette introduction et l'autre vidéo du tutoriel que je ferai juste après, je ferai avec cette orientation. Mais je vous invite sincèrement à tester, à chercher votre propre orientation, celle que vous préférez. Si vous préférez le jaune en haut, mettez le jaune en haut. Si vous préférez le rouge devant ou le orange ou le vert en haut, bref, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes complètement libre et j'insiste, vraiment prenez les couleurs qui vous plaisent et restez-y. Donc le gros avantage c'est que quand on a un 4x4 mélangé, je vais prendre celui-ci. Le gros avantage c'est que vous n'avez pas une orientation imposée, vous pouvez choisir, prendre une orientation. Par exemple là je vois tout de suite que j'ai deux centres ici de bons, deux centres blancs. Et même là je peux même voir que j'ai 1, 2, 3, 4 pièces en plus résolues. Là j'en ai un en plus et un autre là. Donc ça fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces résolues directes. Au moins, si ça se trouve il y en a même ailleurs. Ouais, 9 je crois, je sais plus à combien j'en étais. Bref. Vous n'avez pas forcément besoin de compter, mais ça peut toujours être bien. Moi je sais que j'aime bien rapidement compter, ça me prend 20 secondes au début d'une résolution. Et puis après je sais, j'ai un peu une meilleure idée de quelle orientation prendre. Là on pourrait prendre aussi par exemple ça en bas et puis ça à gauche, tiens. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces. 8 pièces résolues là aussi. Donc voilà, c'est vraiment... l'orientation va dépendre de ce que vous préférez, du nombre de pièces résolues, de comment elles sont. Moi je connais par cœur mon orientation, je répète, jaune en bas, bleu devant, c'est pour ça que je compte le nombre de pièces déjà résolues. Ceux-là, celle-ci, orange à droite, etc. Alors là je vous parle de pièces résolues, mais vous en faites pas, je vais rentrer dans les détails plus tard. Et vous comprendrez pourquoi je fais ça maintenant. Donc, pas d'orientation particulière. Alors que, au 5x5, quand on a un 5x5 mélangé, on a quand même des centres fixes. Vous voyez, des centres fixes qui ont une position relative importante. C'est-à-dire que vous devrez commencer avec le blanc en haut et le bleu devant, si vous avez cette orientation. Si vous devrez prendre votre orientation habituelle. C'est-à-dire que moi je ferai comme ça et je peux pas faire autrement. À moins de faire comme ça et de devoir... Mais enfin tous mes autres, j'ai toujours fait comme ça et donc je continuerai à faire comme ça, c'est très bien. Alors, maintenant, il faut aussi voir que pour les arêtes c'est pareil. Nos arêtes là sont divisées en deux. On n'a pas en réalité 12 arêtes avec deux stickers sur chaque.
donc 24 lettres en théorie, un petit peu moins en réalité. Mais cette fois, on va avoir bel et bien 24 arêtes distinctes, donc 24, enfin potentiellement 2 fois plus de pièces à mémoriser. Par exemple, pour moi, ma mémorisation, même si je mémorise pas avec des lettres, mais voilà, ça donnerait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, et là j'aurai Z. Je n'ai pas de lettres pour celle-ci parce que c'est mon buffer tout simplement. Je vous expliquerai après, vous en faites pas. Le truc, c'est que contrairement à un Rubik's Cube où en général quand vous passez sur une arête, une fois que vous avez résolu l'arête, celle-ci par exemple ou celle-ci, il y a peu de chances que vous repassiez, à moins que ce soit pour créer un nouveau cycle, c'est-à-dire que vous recommenciez un cycle. Mais en théorie, vous passez une fois ou 2 grands maximum par arête. Mais c'est pas pour toutes les arêtes évidemment. Alors que sur le 4x4, vous pouvez très bien passer ici et ici. C'est-à-dire que si votre buffer, enfin votre buffer, oui, vous devez savoir ce que c'est en théorie, pointe là, et que la pièce qui est là, c'est celle qui va là, bah vous devrez retenir ces 2 lettres. Ce serait GH par exemple, pour moi. Donc ça veut dire qu'il y a plus de lettres à mémoriser. Pour vous donner une idée, le 4x4, il suffit de compter le nombre de pièces. Au 4x4, il y a 4 centres par face, il y a 6 faces, je vous laisse compter, enfin calculer, 4 x 6 ça fait 24. De plus, on a 8 arêtes, et sur chaque arête, on a 2 midges, enfin 2 wings, on appelle ça des wings. Ça c'est une wing, et ensemble bah, ça fait des wings. Et ça c'est une arête en gros. Ça forme l'arête du cube. Donc, pardon, je sais plus ce que j'ai dit. Non, pardon, il n'y a pas 8 arêtes, excusez-moi. Il y en a 12, donc 12 arêtes et 2 wings sur chaque arête. Donc ça fait un total de 24 wings là encore. Donc ça fait 24 centres, 24 wings, et vous ajoutez à ça 8 coins. Ça fait un total de, si je ne m'abuse, 48, et ça fait 56 lettres au total à mémoriser. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ce serait le comble pour quelqu'un bon en Rubik's Cube. Donc 56 lettres, sauf que, je vous l'ai montré tout à l'heure sur l'exemple, on prend toujours une orientation qui nous arrange de telle sorte qu'on ait toujours quelques pièces de résolu. Donc honnêtement, c'est très très souvent moins. D'autant plus que les coins, souvent ça va tout seul, parce que si on a l'habitude du 3x3 blind, les coins ça va quand même assez vite globalement. Au final, vous en faites pas, on descend rapidement en général à 50 lettres et encore, voilà, ça dépend. Pour le 5x5 blind, on a des centres plus, les centres plus c'est ceux qui forment un plus ici, vous voyez. On a les centres, donc c'est ceux-là, hein, ce sont des espèces de centres arêtes. On a des centres X, c'est ceux-là, ceux qui font une espèce de croix, un foie, c'est donc ceux-là, les coins en gros entre guillemets. On a les midges ou arêtes, encore une fois, ne confondez pas, donc bref, on a les midges ou arêtes, et les wings encore et les coins. Et donc là, on a 24 centres plus, 24 centres X, ça fait déjà 48 pièces, plus 24 wings, ça fait 72 pièces, 72, plus 12 arêtes, oui, il y a bien 12 arêtes centrales, donc des midges, je sais plus, j'en étais 72, voilà, 72 ça fait 84 lettres, plus 8 coins, 92 au total. Mais encore une fois, il y a toujours des pièces résolues, donc pour un 5x5 blind, il faut se donner un ordre d'idée d'environ 80-85 lettres à mémoriser en général. Parfois plus, parfois moins, ça dépend vraiment. Donc voilà, j'espère que je vous fais pas déjà peur avec ça, parce que c'est vrai que 80-85 lettres, ça fait beaucoup, mais le 5 blind, c'est pas une discipline difficile pour rien. Ça reste une des catégories les plus dures. Donc voilà, on a fait le tour du nombre des lettres. La méthode pour mémoriser autant de lettres, il y a des méthodes. Moi, ce que je vous conseille, c'est que des personnes comme Fabien Olicard appellent ça les palais mentales. Le palais mental, en tout cas. Beaucoup de monde utilise, je pense, ce nom. Nous, dans le speedcubing, en général, c'est plus dans le jargon du speedcubing, c'est plus rooms, les rooms ou les loci, un petit peu, ça se dit aussi. C'est en gros simplement, et je ferai une vidéo là-dessus, mais je vous en parle très rapidement, c'est dans un endroit qui nous est très proche, intimement, qu'on connaît. Par exemple, notre chambre, moi je sais que c'est ma chambre, enfin mon appartement, enfin l'appartement où je vis.
pour mes rooms. Et en fait, le fait d'intégrer quelque chose à mémoriser dans quelque chose qui vous est proche, en mêlant un maximum de sensations, c'est-à-dire que visuellement, par exemple, je sais pas si on a une suite de lettres au hasard, qu'est-ce que je peux dire, si on a PUNK, on peut tout de suite penser à punk. Alors là c'est facile, vous me direz, oui, mais enfin si je vous dis que vous avez une mémorisation de 80 lettres qui commence par punk, rien ne me dit qu'en mémorisant la 70e lettre, vous n'aurez pas oublié punk. Donc moi ce que je ferais, c'est que je m'imaginerais simplement un punk en train d'écouter de la musique dans ma chambre. Ça peut paraître complètement dingue, mais l'image, et rien que ça, rien que le fait d'y penser, d'en parler maintenant, je suis sûr que dans 6 mois je m'en rappellerai. Le fait d'imaginer ça, ça va graver dans ma mémoire beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus efficace en quelque sorte. Je ferai une vidéo complètement dédiée à ça parce que c'est très très intéressant. Mais donc globalement c'est ce genre de méthode qui vous permet de mémoriser un paquet de choses, y compris des décimales, d'un nombre, etc. Alors, concernant les buffers et les méthodes, moi je vais vous enseigner pour les wings la méthode petit R2 et donc M2 pour les Mijo 5x5. C'est simplement M2 du 3x3, c'est pour ça que je vous dis que c'est ultra important de connaître ça. Et c'est la même chose mais pour avec vous voyez cette tranche, c'est-à-dire que on peut avoir des trucs comme ça. Par exemple, si vous avez un 3 cycles qui ressemble à ça, c'est-à-dire que cette pièce va là, bon vous amenez simplement cet emplacement là, vous faites M2 et des setups, puis ensuite cette pièce elle va là, hop, setup, petit R2 et setup. C'est exactement la même chose que M2. Si vous êtes familier avec cette méthode, ça va se passer tout seul. Pour les centres, je vais utiliser cette fois la méthode U2, qui est une méthode très simple où, comme R2 ou M2, vous utilisez des M2 ou des R2, enfin des petits R2. Là, vous allez utiliser des U2 pour permuter les centres. C'est très simple, encore une fois. Vous allez voir, ça se passe vraiment tout seul, sans problème. Il faudra simplement apprendre, il y a quelques petits algorithmes. Pour R2 et M2, les algorithmes sont les mêmes qu'au 3x3 en M2. En revanche, pour les arêtes, il y a deux petits algorithmes, si je ne me trompe pas, à apprendre, plus quelques techniques globalement à saisir. Mais vous allez voir, ça va se passer très simple, très facilement. Les coins, globalement, on est assez libre comme méthode. Il faut faire simplement attention, si vous commencez par résoudre les coins, il faut faire attention au fait que certains algorithmes, pour échanger les coins, font tourner nos centres. C'est-à-dire que si vous avez ça, si on fait simplement ça, et qu'on fait une PLLY, vous voyez que j'ai fait ma PLLY et ça a complètement faussé mes centres. C'est-à-dire que si vous commencez par résoudre vos coins, soit il faut faire extrêmement attention à quels algorithmes vous faites, et après pouvoir anticiper l'orientation des centres qui a été faite, mais autant vous dire que c'est ultra compliqué et que vous cassez la tête pour rien du tout. Soit vous les faites à la fin, vous les permutez en tout cas à la fin. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous laisse maintenant aller voir la vidéo dédiée vraiment au tutoriel, parce que cette vidéo c'est qu'une introduction, même si elle est un petit peu longue. Vous verrez tous les détails à ce moment-là, et j'espère que sincèrement que vous vous mettrez au Big Blind, parce que c'est vraiment une discipline très très intéressante. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, et allez voir le tutoriel en lui-même dès qu'il est sorti. Salut!